Et du coup, je vais prendre un petit peu de recul sur Redux et de se demander vraiment, est-ce qu'on a toujours besoin de Redux? Donc, très rapide rappel, parce qu'on vient de voir déjà ce qu'est Redux. Donc, Redux, bah, c'est un outil en fait qui va nous permettre de gérer un état applicatif pour une application JavaScript, parce que c'est orienté JavaScript. Donc, tout simplement, on a le state qui nous permet, lui, en fait, on va dire, de se transformer en interface. Une fois qu'on a des éléments d'interface, on va pouvoir dispatcher des actions, donc un clic sur un bouton ou une touche dans un formulaire. Ces actions, en fait, elles sont envoyées directement au réduceur, la petite moulinette. Je ne sais pas si vous l'avez vu, à un moment, quand ils cherchaient à faire le logo de Redux, ils hésitaient à utiliser un petit moulin à viande, les trucs pour faire la viande hachée, en fait, où on envoie quelque chose, on mouline, et puis derrière, il y a quelque chose de complètement différent qui sort. Et à partir de ce réduceur, on passe sur un nouveau state. Et du coup, bah, c'est une boucle, c'est unidirectionnel, c'est inspiré de Flux, pour ceux qui connaissent. Donc Redux, ça va nous aider en fait à écrire des applications qui vont être bah, consistantes parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui sont on va dire, pensées pour être immuables et pures. On va aussi pouvoir réutiliser bah, ce même code dans différents environnements. Donc ça va être client, donc sur le navigateur, serveur éventuellement, on va pouvoir même synchroniser les deux, et éventuellement dans des applications natives aussi. Et comme on l'a vu aussi, c'est plutôt facile à tester puisqu'on part sur des choses immuables et pures. En plus, ça nous ajoute une bonne grosse couche de développeur experience de folie avec du live reload qui est assez pratique puisque vu qu'on a le state qui est centralisé à un endroit, on peut mettre à jour des composants uniquement d'interface et puis aller juste rechercher le state, pas perdre tout l'état où on était dans l'application. On peut faire donc du time travel debugging. Avec ça aussi, du coup, bah, on peut en fait persister l'état carrément dans le local storage. Donc, on peut faire des applications orientées offline. Il y a même quelque chose qui s'appelle Redux Persist qui est plutôt cool. On peut du coup utiliser aussi ce même state quand on va envoyer une requête serveur. On va pouvoir déjà donner le state qui est affiché. Donc, on va pouvoir en fait faire une première page qui est rendue par le serveur et le client après lui va récupérer l'état sans aller refaire des requêtes et prendre la main en fait pour faire la suite de l'application. On va aussi pouvoir sérialiser des actions, hein. Ça c'est plutôt cool, les sérialiser pour pouvoir faire éventuellement du debugging par exemple. D'ailleurs au niveau de Redux, il est en général conseillé d'utiliser uniquement dans le state des choses qui sont sérialisables. Il faut éviter les fonctions, ce genre de choses. Bon, on peut faire du easy undo rido, ça c'est quand même plutôt cool. Avec Redux. Et on va bien sûr, comme je disais tout à l'heure, pouvoir partager donc, de la logique business, entre guillemets, avec différentes applications existantes qui seront toutes en JavaScript. Ce qui est aussi cool, c'est que c'est pas du tout à la base lié à React, donc il y a une couche React Redux, mais c'est pas vraiment nécessaire. Il y a d'autres écosystèmes comme Angular et j'en passe qui se sont appropriés l'outil. Donc pour résumer, voilà, Redux, c'est clairement quelque chose qui va nous permettre de prédire facilement un état applicatif, de le garder et d'avoir quelque chose de stable. Et ça va nous aider à penser d'une manière un peu, on va dire, préfabriquée pour comment je fais mes échanges avec mon serveur, par exemple, pour récupérer des données, les stocker et les restituer au niveau de l'interface. Mais, puisqu'il y a un mais, c'est moi qui décide de mettre, voilà. Pour remettre un petit peu en perspective, déjà expliquer Redux à ses collègues, même si Redux est light, ça tient effectivement en une centaine de lignes, comme on l'a dit. Il y a un GIS qui traîne sur Internet où vraiment on a un tout petit bout de code. Quand on le lit, on se dit waouh. Mais voilà, quand on fait Redux, les middleware, le combine reducer, le dispatch, le connect, le machin, on a vite de la bouillie cérébrale. Et même moi, la première fois que j'ai commencé Redux, je comprenais rien parce que c'était pas moi qui l'avais mis en place en plus. Du coup, si vous avez des collègues qui n'ont jamais vu Redux, première vue, c'est un petit peu, ça peut être un petit peu overkill. Il y a un petit tweet qui avait été pas mal, un retour d'expérience, où on voit quelqu'un et décide de mettre dans une codebase Redux en fait par défaut. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens très vite se mettaient à tous connecter en fait leurs composants. Du coup, on se retrouve avec une codebase qui finalement va avoir tous les composants connectés. Du coup, en fait, on va commencer à avoir des problèmes de réutilisabilité parce que ce qui est sympa avec React,
par exemple, hein, je parle avec React parce que les composants sont un peu considérés comme des boîtes noires. Du coup, si en fait, à chaque fois on fait venir un intervenant extérieur qui doit être connecté, etc., ben, on pète un petit peu la magie de React en mode on a une boîte magique. Et après, bah, du coup, ce qui est arrivé chez cette personne, c'est que tout le monde utilisait Redux, c'était cool. Tout le monde avait la façon de penser Redux, mais à un moment, ils l'utilisaient même quand ils n'en avaient pas besoin. Et là, ça devient un petit peu pervers. Et ce qui peut se passer aussi, le mauvais side effect, c'est que les gens savent plus faire du React en fait sans Redux. Et là, ça devient un petit peu dommage et ou dangereux au choix. Comme je l'ai dit, donc, faut pas tomber dans le utilisons Redux partout parce que si on tire à l'extrême, et il y en a qui l'ont fait, moi j'ai déjà vu sur des projets, on va aller utiliser Redux jusqu'au moindre champ de formulaire. Je parle même pas des potentiels problèmes de performance, même s'il y a des optimisations, etc., du Memoize, tout ça qu'on peut mettre en place, ça peut vite devenir en fait un petit peu overkill. Il y avait une solution qui existe toujours d'ailleurs, qui est toujours maintenue, qui s'appelle Redux Form et qui vous permet en fait de gérer vos états de formulaire dans Redux. Donc au premier abord, ça semble vraiment cool, mais moi il y a un truc qui m'a fait tiquer. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, si on abuse, il faut faire attention, si on abuse de vraiment tout connecter et que le moindre formulaire, le moindre bouton, le moindre truc est connecté, on peut avoir des soucis de perf. Et en fait, moi, ce qui m'a amusé, c'est que la personne qui a créé Redux Form, il a pris un peu du recul là-dessus et finalement, il a refait une solution de formulaire qui n'utilise pas Redux, qui utilise donc, sa solution s'appelle Final Form et il a fait donc des bindings React. Donc, il a mis une surcouche à sa librairie qui n'est pas du tout liée à React, elle non plus, qui permet juste de gérer un état d'un formulaire. Quand même le fait que cette personne se dise qu'il y avait vraiment un gros projet avec pas mal de stars, beaucoup de downloads et tout, si à un moment je suis un petit peu allé trop loin, ça peut faire réfléchir. Souvent Redux, concrètement, il n'est jamais utilisé tout seul en vanilla Redux, quoi. Donc souvent on va avoir soit Redux Stunk, soit Redux Saga, soit Redux Promise ou quelque chose comme ça. On va vite avoir besoin, quand on va modifier quelque chose, on va avoir besoin de modifier minimum 3 ou 4 fichiers. Minimum. Si on passe par exemple une requête Ajax, qu'on a une API REST encore, et qu'on veut rajouter un fetch, donc il va falloir rajouter les actions qui vont bien, il va falloir rajouter le réduceur, il va falloir aller connecter un composant, et si éventuellement vous avez vos composants purs et vos composants impurs, vous allez devoir modifier aussi, éventuellement ce composant-là. Donc voilà, il faut faire attention parce que finalement là maintenant c'est la réutilisabilité, c'est pas top parce que dès qu'il faut intervenir sur le moindre fetch, faut toucher à 3-4 fichiers minimum. J'ai vu des gens aussi récemment, quand il y a eu la nouvelle API de React qui a été annoncée, qui ont fait waouh, elle est trop bien ce nouvelle API de contexte, l'ancienne n'est plus. Donc bon, déjà l'ancienne, on savait que ses jours étaient comptés dès le début. Pendant très longtemps, elle n'a pas été documentée, c'était pas par hasard. Et du coup, ils se sont dit, ils ont réfléchi à une nouvelle implémentation du contexte. Et du coup, ils nous ont sorti une belle API qui est vraiment plutôt cool. Et voilà, quand on la voit, on a envie de l'essayer. Il y a des gens qui se sont dit, ah, faut que je l'essaye. Ah, je pense que je peux virer Redux. Sauf que ce qui est un petit peu, voilà, ce qui est un peu bête, c'est que en fait, Redux, quand il est dans React, il utilise le contexte déjà. Ce qui veut dire que si en fait on réfléchit pas, on va se dire je vais remplacer quelque chose par quelque chose qui utilise déjà cette chose, et du coup on va en fait perdre ce que nous apporte Redux, c'est-à-dire déjà un écosystème et quelque chose qui nous permet de dispatcher, etc. Si on passe juste avec le contexte, on va devoir refaire des choses à la mimine, et pour le coup ça va être un petit peu dommage. Donc des fois, avant de se jeter comme ça, un petit peu on prend du recul, on se dit ok, comment ça se passe? Est-ce que vraiment il faut que je m'excite tout de suite ou est-ce que je me calme un petit coup? Là, depuis le début, on n'a carrément même pas parlé de cette state, alors qu'en fait on parle d'état. C'est quelque chose qui quand même un peu, moi ça me fait rire, parce qu'on a quelque chose qui permet de gérer un état, et alors que en fait dans React, de base, on a une fonction très simple, à qui on passe un état et qui va, pareil, il ne faut pas modifier l'état, donc il faut faire des choses immuables. On ne fait jamais un zist.state.machin reçoit bidule. Donc il ne faut pas en oublier React. Et comme toujours, il y a des extrémistes. J'étais tombé sur cette règle
Je ne sais pas si vous connaissez ESLint, donc c'est une règle ESLint, c'est un outil qui permet en fait pour aller très vite, de lire votre code. Vous écrivez quelques règles qui va vous dire ok, votre code là, vous avez dit votre code est pas bien, du coup ça emballe une erreur et souvent on le met sur l'intégration continue ou en pré-commit et ça permet de péter en fait, éventuellement de vérifier des bonnes pratiques. Vous pouvez aussi avoir des choses qui vont vous dire bah, là vous avez des bouts de code morts, genre des variables initialisées qui sont jamais utilisées, donc ESLint c'est plutôt cool. Il y a un plugin React qui est plutôt cool parce qu'il apporte pas mal de règles, mais celle-là elle est limite quoi. C'est tu utilises React mais tu fais aucun set state mec, c'est mort. C'est un peu brutal pour le coup je trouve. Voilà, j'avais mis cette petite image en plus parce que je voulais vraiment insister. Non mais je veux vraiment insister sur le côté. En fait, utiliser React, c'est se dire, en fait, vous n'allez pas faire de set state, c'est chaud quoi. C'est chaud. Donc rappelez-vous quand même que souvent set state, il va être déjà suffisant. Ceux qui ont fait peut-être du ReasonML, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait du ReasonML, au début, vraiment au début, on n'avait pas grand-chose, on n'avait pas le contexte de React qui était implémenté en ReasonML avec les bindings ReasonReact, donc il fallait passer par des composants JavaScript et si on voulait pas le faire, il fallait avoir son propre store éventuellement et passer des props. Donc ça s'appelle le props drilling. C'est qu'en fait, vous avez des props, par exemple un formulaire, il va gérer l'état de tous les champs et il va passer à chaque champ, donc éventuellement des composants de champ, il va passer la valeur et il va passer un callback en plus pour pouvoir se notifier d'un changement de valeur et c'est lui qui va gérer l'état. Et ça en fait c'est ce qu'on fait un peu tout le temps, on a une props sur un input, un value, un default value et on a le onChange qui va avec et ça nous permet de faire des composants contrôlés. Donc rappelez-vous que cette state, ça peut être pas mal le plus souvent. Ce qui est vraiment cool avec cette state, c'est que là, on reste dans le principe de la boîte noire de React. On a un composant, vous le balancez, c'est un fichier, vous le mettez sur NPM, vous ne le mettez pas sur NPM si vous n'avez pas envie, mais vous l'utilisez, vous n'avez rien à faire, vous passez 3 props, et bim, c'est parti, ça se réutilise, et c'est plutôt la fête. C'est la fête à React. Je vous invite à relire. Est-ce qu'il y en a qui ont commencé React en version 0. quelque chose? Ok. Je vous invite à relire, et même pour les autres, relire la doc de cette state, parce qu'il y a quelque chose souvent qu'on oublie. Ce qui se passait un peu au début, c'est que souvent les gens ils font un this set state et ils passent directement à un nouvel objet et ils mettent des valeurs. Et puis voilà, on se dit ok, à chaque fois je passe une valeur, donc si on veut mettre une valeur en fonction d'une autre valeur, on fait this.setState reçoit counter égale this.state.counter plus 1. Et en fait maintenant avec on va dire la façon dont React est amélioré au niveau de la réconciliation des updates, etc., ça devient une grosse machine de guerre à l'intérieur. Nous on a toujours la même interface et en fait pour nous aider à éviter les problèmes d'asynchronicité, on a tout simplement la possibilité de passer un callback à cette state. Et ça, qui savait qu'on pouvait passer un callback à cette state? Qui savait qu'on pouvait passer 2 callbacks à cette state? Ok. Donc pensez à re-relire ça et à vous dire ok, en fait c'est pas mal, ça nous permet d'éviter et de bien être synchrone. Parce que je me rappelle d'un pote qui utilisait cette state et il faisait ses this.setState et juste dessous et réutilisait this.state en pensant qu'il avait déjà le nouveau. Sauf que cette state étant asynchrone, si vous faites ça, vous êtes sûr que dessous, pour peu que vous ayez une application qui fasse autre chose qu'un counter avec des plus 1, vous allez avoir en fait le setState juste après l'appel de this.setState qui ne va pas être initialisé avec les bonnes valeurs. C'est pour ça que l'intérêt d'utiliser un callback à l'intérieur, c'est plutôt cool. Ça vous permet directement en fait de pouvoir être sûr, parce qu'en premier paramètre, ça reçoit le state précédent. Du coup, quand il y a des states qui sont appelés à la chaîne, vous allez être sûr d'avoir à ce moment-là, dans le callback, le bon state au bon moment. Et inversement, dans le deuxième callback, vous allez pouvoir là faire des actions qui vont être une fois que le set state il a fini d'être exécuté. Donc pensez à re-regarder ça. Là, je reviens un petit peu sur du coup la documentation de Redux, parce qu'il y a des trucs intéressants que je trouve quand même dessus, ce site-là. Si on scrolle un tout petit peu sur la documentation de Redux, on a un truc où il y a marqué avant d'aller plus loin, quoi. Et il y a un petit blabla, et juste en dessous, il y a un lien. Il y a un premier lien qui dit « You might not need Redux ». Donc vous n'avez peut-être pas besoin de Redux.
Voilà, donc c'est quand même la page d'accueil, hein. Dans mon Safari, normalement j'ai les URL. Et ça, j'ai juste scrollé, mais vraiment pas beaucoup, quoi. Donc ça, c'est la partie de mon talk où je vais dire, voilà, je pense en reprenant un petit peu du recul sur Redux, est-ce que en fait, on en a forcément tout le temps besoin? Donc Dan Abramov, le créateur de Redux, qui travaille maintenant sur React, il a décidé d'écrire cet article parce qu'il voyait qu'il y avait un petit peu de controverse autour de Redux. Et il y a une petite phrase qui est surlignée qui dit quand même qu'il y a beaucoup de gens, ils choisissent Redux avant même d'en avoir besoin. Et j'ai déjà vu des projets et plusieurs projets, par mon statut de freelance qui aide à monter des projets le plus souvent, des gens qui, premier jour de boulot, ils foutent un webpack, donc ils décident de se faire une config eux-mêmes, donc ça leur prend 2 semaines. Après, ils décident de se faire un petit Redux qui va bien avec 3000 middleware, Redux Saga pour le login, tu vois, un truc bien compliqué juste pour faire un petit process de login. Bon, je l'ai fait ça une fois. J'ai bien pleuré. Et du coup, en fait, on se met souvent en fait, à avoir à mettre trop de choses trop tôt. Si on descend un petit peu dans cet article-là, on voit en fait que quand on commence avec, et spécialement quand on commence avec React, il ne faut pas se jeter sur Redux. Il faut déjà apprendre à penser React, apprendre à utiliser React tel quel, et à juste utiliser Redux quand on va en avoir besoin. Et si en fait vous pensez, et ça c'est la deuxième phrase qui est en gras, si vous pensez que vous mettez un petit peu la pression et que vous voyez que votre équipe elle est trop à dire ouais non attends là faut que tu passes par Redux mon gars, le gars il a des petites gouttes et tout, il est un petit peu en panique, là t'es pas passé par Redux, faut absolument que tu fasses un dispatch et un connect parce que sinon on peut pas bien tester le code et tout, le mec il tremble, il est pas bien. C'est qu'en fait là vous prenez peut-être Redux trop sérieusement. N'oubliez pas en fait que les set state, etc. Soit on dit ouais pour la testabilité c'est plus simple, Redux c'est pur, etc. On a plein d'outillages aujourd'hui pour en fait tester des composants React sans les monter, sans un navigateur, sans rien, en les montant en mémoire, en allant simuler des clics. Et là en fait vous allez être même plus proche d'utilisation réelle. Vous allez avoir des utilisateurs qui vont aller cliquer sur des liens, qui vont taper des choses dans des formulaires. Et en faisant des tests en fait peut-être plus orientés sur du set state et de la simulation de clics, vous allez avoir quelque chose plus de fonctionnel plutôt que du test unitaire, vous savez, où le test unitaire, il a ses limites, quoi. Il veut bien tester ce qu'on lui demande de tester et ce qu'on a écrit et ce qu'on a prévu qu'il fasse. C'est pas parce qu'on a 100% de coverage sur une codebase qu'on n'a jamais de bug. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Le nombre de projets où ils sont à 100% de coverage et qui font ouais, genre quoi, j'ai pas de bug. Tout le monde a des bugs, même une appli qui est couverte, chaque ligne de code couverte, quoi. Si vous amusez d'ailleurs à taper le titre de cet article dans un moteur de recherche, vous allez tomber sur plein d'articles qui s'intitulent exactement pareil. Donc là, dans les résultats qu'on voit, ça sert à rien qu'on voie trop près, mais il y a peut-être une fois où il y a un lien qui est en fait un lien sur Reddit qui relink sur le premier article. Mais vous avez quand même là-dedans pas mal de littérature sur vraiment des prises de recul sur Redux et ce que ça peut impliquer en termes d'équipe. Dans l'eau, il y a même un site qui s'appelle comme ça. Et ce qui est intéressant sur ce site, c'est que chaque mot est cliquable avec un bon gros thread Twitter des familles qui va bien, où derrière vous avez des bons retours d'XP. Et ça, c'est ça qui est cool, c'est que c'est pas juste du troll, quoi. Il y a du bon, il y a du moins bon. Donc le premier titre, c'est plutôt contre Redux. Le premier titre, c'est la moitié de la deuxième phrase. Le or maybe you do, c'est juste 4 liens vers 4 autres threads qui prennent un petit peu de recul, qui disent voilà, avec Redux, on a le time debugging, c'est plutôt cool, on peut envoyer, vous savez, le fameux truc que j'ai entendu mais que j'ai jamais vu en production, c'est ouais, alors ce qui est cool avec Redux, c'est qu'on peut avoir tout l'état en mémoire, et si un jour il y a un bug et qu'on va faire un rapport de bug, on envoie sur le bouton, on envoie tout le state avec toute la pile d'actions, dans un mail peut-être ou quoi, et du coup en local le développeur il va pouvoir reproduire ça. Donc ça j'ai entendu ça 1000 fois mais j'ai jamais vu personne le faire. Donc, ça m'a quand même bien fait marrer. Ça me fait encore rire aujourd'hui. Je sais pas si vous connaissez le personnage là, mais c'est quelqu'un qui est un petit peu influent dans React. Enfin influent, pas forcément, mais c'est un gros utilisateur.
avec son entreprise aussi. Et en fait, il avait mis un petit tweet en disant ouais, on revient d'un petit meeting de leader React et on s'est rendu compte que Redux a pue du cul. Bon, je fais un peu la version vulgaire, mais et que derrière, du coup, on va tous virer React, Redux en fait, on n'aime pas, etc. Et ce qui est rigolo, si vous allez voir ce thread, c'est qu'il y a un mec derrière qui lui a envoyé un DM qui devait être là à ce fameux meeting et qui lui a dit on a dit qu'il fallait pas le dire. Et du coup, le mec, il a reposté pour bien montrer qu'en fait c'était vrai et qu'il y avait vraiment des gens qui se disaient qu'il fallait un peu garder ça secret, quoi. C'est rigolo. Je vous ai mis les liens, ma présentation elle sera en ligne, vous pourrez tous les trouver. Après, il y a quand même, bien entendu, voilà, faut pas être tout blanc, tout noir. Il y a aussi des gens qui ont voulu tweeter pour dire attention, prenez du recul, mais en même temps qui ont dit voilà, c'est pas parce que j'ai dit des choses anti-Redux que Redux tout est acheté, quoi. C'est pas l'idée non plus, hein. La personne là Corey House, qui avait en fait dit au début, avait eu un tweet avec genre 1000 retweets, etc., avait dit voilà, en gros on a mis Redux, ça a été une erreur de mettre Redux dès le début parce que tout le monde se mettait à utiliser Redux. Il dit pas Redux c'est de la merde, il dit je conseille pas de mettre Redux dès le début parce qu'au final il y a le côté pervers qui arrive, c'est voilà, utiliser Redux quand vous en avez besoin. Donc comme je disais plus tôt, le state local c'est complètement ok, hein. C'est pas parce que vous avez vu 3 personnes qui disent faites pas un set state qu'il faut pas le faire, quoi. Prenez le temps de faire un set state. Je vous ai mis un petit exemple là, il est un peu petit, mais en gros où il y a des callbacks. Et ce qui est marrant, c'est que Dan, il avait tweeté ça, il avait mis que c'était plutôt intéressant de garder ça secret, c'était justement le support des callbacks sur les set states. Et qu'en fait, en utilisant le fait que ce soit des callbacks, c'est qu'en fait, on peut sortir ces fonctions complètement de ces composants React et d'avoir des fonctions pures, vu que la fonction, elle prend le state précédent d'entrée et qu'elle retourne un nouveau state. Wow, c'est un petit peu comme ce que fait Redux, quoi. On a un petit côté immuable qui est cool. Du coup, on peut carrément se faire un Redux sans Redux en fait, en local dans un fichier. On sort ses fonctions, les met en haut du fichier. On a son petit composant React dessous qui appelle les set state avec les fonctions qu'on a définies au-dessus. Puis on peut tester tout ça de manière pure, etc. Donc ça, c'est, ouais, on peut dire, ouais, mais en fait, Redux, j'en ai pas du tout besoin. Alors on va prendre un petit peu de recul comme d'habitude, on va se dire, voilà, est-ce que vous devriez faire ça tout de suite là en production, rentrer chez vous, enlever Redux? Non. Est-ce que vous devriez utiliser cette méthode là en mettant des callbacks partout dans des fichiers? Pas forcément. Ne le faites pas à moins que vous en ayez un besoin. Donc ça c'est comme d'habitude, prenez le soin de vous dire, est-ce que j'ai besoin est-ce que j'ai besoin éventuellement dans le cas de cette indirection, est-ce que j'ai besoin de mettre des choses dans Redux, etc. Pour finir là-dessus, j'avais par exemple des collègues dans l'application où j'étais, je leur ai montré Redux, ils ont été super emballés. Bon, bah, on a utilisé Redux à toutes les sauces, on a eu des problèmes de performance sur les vieux téléphones Android, c'était cool. Et en fait, on avait une application qui était avec React Navigation, et donc on avait plusieurs onglets de montée en mémoire. Et en fait, dès qu'on faisait des changements sur un écran, on avait des écrans qui étaient mis à jour, qui n'étaient pas visibles, mais du coup, on avait des écrans qui faisaient plusieurs appels réseau, etc. Et en fait, on avait, voilà, à force de tout mettre dans Redux, des choses qui étaient affichées et rafraîchies dès qu'il y avait quelque chose. En fait, c'était jamais réutilisé. C'était des choses récupérées, affichées, et dès qu'on avait la moindre interaction, c'était rafraîchi. Du coup, en fait, on a fini par mettre ça dans Redux, et en fait, à un moment, on s'est dit attends, mais là, on a plein de trucs dans Redux, ça trigger des side effects dans tous les sens. C'est un peu aussi l'intérêt de Redux, c'est de pouvoir faire en fait des mises à jour à différents endroits. Redux, c'est intéressant quand vous avez quelque chose qui est partagé à différents endroits en même temps dans l'application. Typiquement, si vous avez un chat avec juste une requête, vous allez pouvoir mettre à jour vos messages dans votre petite chatbox et en même temps mettre le compteur en haut en faisant juste un petit sélecteur. Là, hop, vous faites un petit sélecteur qui va compter le nombre de nouveaux messages que vous n'avez pas lus, et tout ça avec un seul fetch. Là, Redux, il est complètement pertinent. Si après vous avez quelque chose qui est vraiment scopé, peut-être un peu moins. Ce que fait en fait Redux, on va retrouver ça dans Reason React et Helm. Carrément à ce niveau-là, les actions, ça va plus être des strings, mais ça va être des types, donc au niveau d'un langage typé. On va avoir les réducteurs qui vont être des fonctions. Bon, bah, jusque-là, rien de nouveau. Le state, il va être immuable parce que dans Reason, tout est immuable par défaut, et en Helm, c'est pareil, à moins que vous utilisiez la méthode et la syntaxe qui vous permet de faire du mutable. Mais en gros, quand on voit la syntaxe, on n'a pas trop envie d'en faire. Ce qui est cool avec ça, c'est que c'est directement au niveau du langage, en fait.
C'est-à-dire que vous avez ça built-in et c'est à la compilation. Vous avez une erreur, ça compile pas. Vous avez un message d'erreur et si ça compile, ça marche. C'est comme ça qu'il faut le voir. Comme je disais avant, Redux, ça c'est pareil, c'est dans la doc au tout début. Il provient de Flux. C'est l'idée de Flux qui a été, on va dire, retravaillée après que en fait Dan, il est joué un peu avec Helm. Donc ça montre en fait vraiment les origines du truc. Et je pense que c'est intéressant toujours de reculer un peu et de se dire ok, d'où ça vient et pourquoi c'est là. Et alors là, c'est le pompon là. On va retourner donc sur du Reason React. Je sais pas, est-ce que vous arrivez à voir le code ou vraiment pas du tout? Bon, ça va être un peu tendu. De toute façon, si c'est du Reason et que vous n'en avez pas trop fait, vous allez peut-être avoir un petit peu, pas du mal, mais il va falloir que vous preniez le temps de lire un petit peu la syntaxe, même si elle est très proche de JavaScript. Hein, c'est ça qui est vraiment cool avec Reason. Ce qui est rigolo, c'est que la team en fait qui s'occupe de Reason et de Reason React, ils ont pris le temps en fait d'incorporer toutes ces notions-là, tout le principe de state, d'immuable, de type, etc. Et en fait, ils ont introduit, je ne sais pas si je peux zoomer avec moi. Non, je peux pas zoomer, j'ai même pas ma souris, c'est pas grave. Ils ont introduit donc le reducer component. Donc on a les stateless components, on a les etc. Et on a le reducer component qui en fait est lui un composant qui va avoir en fait son propre réduceur et son propre state, exactement la manière de ce que vous avez avec Redux, mais qui va l'avoir directement juste à l'échelle d'un composant. Ça reprend un peu, ça recoupe avec ce qu'on a vu tout à l'heure en disant qu'on pouvait passer des callbacks à cette state. Et là, tout est typé, quoi. Donc en gros, ce qui est cool, c'est que si par exemple vous implémentez une nouvelle action et que vous oubliez de la gérer à l'endroit de l'affichage, eh ben, ça va vous péter la gueule avec le pattern matching. Ça va vous dire, ok mec, là tu as ajouté un truc, tu as ajouté une action, ici tu n'as pas géré ton action, tu n'as pas géré ton affichage, donc corrige ça, sinon je compile pas. Et puis si tu compiles pas, ton application elle tourne pas. Il y a eu un article directement sur le blog de Reason React. Il y a le lien tout en bas. Je vous invite à aller le voir, même si voilà, vous n'êtes pas familier encore avec Reason. Même moi, je suis encore un petit peu en train de patauger. Hein. C'est quand même rigolo d'aller au moins voir et de se dire un peu, ok, ça c'est comment ça marche, etc. quoi. Quelles sont les motivations? Parce qu'il y a une partie sur la doc de Reason, il y a une grosse partie motivation et c'est plutôt cool. Donc, pour résumer, avant d'ajouter Redux, et en fait, ça marche pas que pour Redux, ça marche plein d'autres outils. Hein, avant de vous faire une config Webpack vous-même, utilisez Creatap. Posez-vous les questions, est-ce que mon application en a vraiment besoin? Est-ce que mon équipe a besoin de ça? Tout le temps, si vous décidez de le mettre partout. Est-ce que mon produit, il a besoin de ça? Et vous pouvez même aller plus loin et vous dire, est-ce qu'au final, l'utilisateur de mon application, il a besoin de ce que je vais installer dans mon app? Des fois, quand on joue avec le tooling, et moi j'étais le premier à faire ça, et de moins en moins, mais on voit des outils, on voit des trucs, on voit de la hype, on se jette sur son ordinateur, on a envie d'aller amener ça au boulot, etc. Mais à chaque fois, prenez le recul et dites-vous, est-ce que ça, en fait, j'en ai besoin tout de suite? Et est-ce que ça va ajouter de la valeur, alors peut-être aux développeurs, en termes de maintenance, etc. Mais est-ce que ça va ajouter de la valeur tout de suite à mes utilisateurs? Si la réponse elle est non, vous ne précipitez pas. Donc Redux c'est cool, mais c'est pas une nécessité. Surtout en plus quand vous allez découvrir GraphQL et vous ferez « Oh my god, j'ai plus du tout besoin de Redux ». Redux c'est cool, mais utilisez-le seulement quand c'est nécessaire, et pas avant. Donc aimez Redux, haïssez Redux, trouvez-vous votre petit curseur juste au milieu, ou peut-être plus vers cette state, mais voilà, mettez pas tous vos œufs dans vos mêmes paniers. Et si vous avez besoin, petite parenthèse, de besoin de réflexion, de prise de recul sur des outils, il y a un petit site comme ça, You Might Not Need, qui vous fait vous demander est-ce que vous avez vraiment besoin de ça. Donc le premier, le plus fameux, c'était avec jQuery. Hein. Voilà, si vous avez des questions, sinon vous avez mon nickname, vous avez le site où je mettrai la presse dessus, et merci à tous.